Bienvenue à compte complet, notre balado un peu spécial cette semaine olympique. Alain Juron en compagnie de Marc Griffin. Marc, on va commencer tout de suite en parlant du tournoi de baseball olympique. Ça commence en fait, on est mardi, ça commence ce soir avec un duel entre le Japon et la République dominicaine. On ne sera pas de. On ne comptera pas de menterie, là, Marc. Les meilleurs joueurs jouent dans le baseball majeur présentement. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un tournoi de grande qualité. Il y a des joueurs là-dedans qui ont beaucoup de talent qui seront avec le Japon particulièrement. Je ne sais pas quelle est ton évaluation, mais de la façon dont les équipes ont été composées, j'ai comme l'impression que le Japon a une longueur d'avance sur tout le monde en ayant choisi les meilleurs de leur propre ligue. D'ailleurs, les deux ligues japonaises majeures arrêtent leurs activités pendant les Jeux. C'est sûr que ça va être la grande différence dans ce tournoi, d'avoir des ligues qui ont donc cessé leur activité pour permettre justement aux meilleurs joueurs d'être présents. Et ce que j'aime, c'est que beaucoup de jeunes joueurs, oui, on est allé chercher les meilleurs joueurs, mais les meilleurs jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a des joueurs plus âgés, mais tu vois que les formations, autant du côté de la Corée que du Japon, c'est quand même intéressant de voir le choix qu'ils ont fait parce je pense qu'on a vraiment focusé sur d'aller chercher Puis quand je parle jeune, là, je parle des gars de 22, 23 ans. Là. Alors, on a laissé de côté des vétérans de 35, 36, 37 ans. Il y en a évidemment, mais la composition de ces deux équipes-là est fort intéressante. Évidemment, c'est un tournoi où on joue beaucoup de matchs. Alors, bon, ça va prendre des jeunes jambes pour aller à fond. Mais écoute, tu as raison de mentionner, OK, c'est pas les meilleurs. On pourrait lancer le débat que ça serait le fun que le baseball majeur puisse offrir cette belle vitrine-là. Bon, c'est pas le cas. Ça n'arrivera pas cette année. Probablement qu'il n'y aura pas de baseball au cours des prochains Jeux olympiques. Enfin, il n'y en aura sûrement pas. Mais ça reste que du bon baseball, Alain. Il n'y aura pas une énorme différence. C'est-à-dire que tu sais, le lanceur veut tirer le frappeur veut frapper, la défense veut attraper la balle. Le jeu ne changera pas et je pense qu'on va quand même s'apercevoir que il y a des joueurs de grande qualité un peu partout. C'est sûr que la République dominicaine, imaginez si on avait les grandes étoiles du baseball majeur, on n'aurait pas le problème de lanceur qui semble y avoir du côté de la République dominicaine. On semble très, très faible à ce niveau-là. Mais c'est quand même un tournoi international. C'est quand même quelque chose où, bon, évidemment, vous comprendrez que c'est à Tokyo, donc le Japon met le paquet pour que le baseball puisse bien paraître à ce niveau-là. Donc, ça va donner un bon tournoi, je suis convaincu. Qu'est-ce que tu penses de la composition de l'équipe américaine? Parce que là, on a un sacré mélange de jeunes. Par exemple, on a celui qui est considéré comme le prospect numéro 1 de l'organisation des Red Sox de Boston qui est là. Et tu en as d'autres qui se cherchent des contrats. Je pense à David Robertson, je pense à Todd Frazier qui est là, qui a joué avec les Pirates de Pittsburgh cette année. Bref, c'est un mélange de gars qui cherchent un emploi et d'autres qu'on va voir probablement dans le baseball majeur pour la première fois dans les prochaines semaines. Ton évaluation de ce qu'on pourrait voir avec l'équipe américaine. Bien, effectivement, tu l'as dit. On n'a pas le droit d'avoir des joueurs qui sont sur la liste des 40. C'est un peu la règle qu'on avait établie. Donc, il y a des gars des ligues mineures, des jeunes prospects qui n'ont pas encore l'expérience d'être sur ce qu'on appelle le 40-man roster du baseball majeur et des gars comme Todd Frazier. Donc, on joue effectivement d'un extrême à l'autre. Donc, on a le jeune joueur qui est très talentueux, qui veut prouver que probablement qu'il appartient au baseball majeur, mais qui n'a pas encore toute cette expérience-là. Mais en haut, justement, les Todd Frazier qui vont permettre d'amener cette expérience-là. Mike Scioscia sera le gérant donc de l'équipe américaine. Qui sera surveillé. Je ne vous dis pas évidemment que la médaille d'or assurément va au Japon. Mais je pense que les Américains vont pouvoir donner quand même une belle lutte parce que je regarde statistiquement les jeunes. Il y a des gars dans le 2A, dans le 3A qui dominent. Vous savez, ces joueurs-là qui dominent dans le 2A et le 3A, c'est la grande différence souvent entre le baseball majeur et les ligues mineures, c'est la constance. Là, est-ce que pendant un match ou deux, tu arrives avec un départ de qualité où soudainement tu domines pendant 6, 7, 8 manches? C'est pour ça que c'est un tournoi qui est difficile à prévoir à ce niveau-là. Est-ce que les jeunes vont vraiment répondre et donner le genre de potentiel qu'ils ont dans une compétition internationale ou on va s'effondrer? C'est un peu la question qu'on doit se poser. Donc, je n'aille pas cette composition-là de mélange de très jeunes et de vétérans. Je pense que les jeunes vont sortir gagnants de cette expérience-là.
c'est pour ça que c'est un peu une boîte à surprise, selon moi, ce qu'on va voir. À première vue, est-ce que le Mexique et Israël sont les deux équipes les plus négligées? Le Mexique, il faut faire attention parce que là aussi, on a pris des joueurs de la Ligue du Mexique, certains vétérans. Adrian Gonzalez, qui va être le meneur de cette équipe-là et qui, en passant, des statistiques encore très spectaculaires dans la Ligue du Mexique. C'est pas le même calibre, mais c'est un gars qui a 1 point produit par match, comme quoi que ses vieilles habitudes, ça ne se perd pas. Est-ce que ce ne sont pas les deux négligés, là? Ben, en fait, je vous disais qu'Israël est certes l'équipe, selon moi, qui va avoir le plus de difficultés. On a évidemment, quelques anciens joueurs du baseball majeur, certes, mais on a aussi des joueurs qu'on a sortis de la retraite. Ouais. On a des gars qui étaient présentement même entraîneurs. Il y a deux joueurs, en fait, de l'équipe qui étaient des entraîneurs, donc qui ne jouaient même plus de façon active. Par contre, le Mexique, c'est peut-être l'équipe qui pourrait causer une surprise. C'est peut-être l'équipe, justement, on parle de négliger, puis sans dire qu'on va les prendre à la légère. Oups, c'est une équipe, selon moi, qui serait à prendre pas mal plus au sérieux qu'on puisse l'imaginer dans ce tournoi-là. Parce que la Ligue du Mexique, c'est du très, très bon calibre et t'ajoutes l'expérience. Ryan Goins, par exemple, va faire partie de l'équipe du Mexique. Et lui qui a des très bonnes mains. Donc, défensivement, on peut aussi causer une certaine surprise. Alors, je ne sortirais pas le Mexique tout de suite de l'équation de tout ça. C'est peut-être une équipe qui pourrait surprendre. Bon, rapidement, le format, c'est un tournoi évidemment très compact d'une dizaine de jours. On a divisé les 6 équipes en 2 divisions. Il n'y a personne qui va être éliminé à l'issue de la première ronde. On joue 2 matchs, donc contre chacune des équipes de notre section. Et après ça, le tournoi commence et il y a un net avantage à terminer premier de notre propre section. Dans la section A, il y a le Japon, République dominicaine. Les 2 équipes s'affrontent d'entrée de jeu. C'est le match qu'on vous présente d'ailleurs à 11h ce mardi. Le Mexique va compléter cette section-là. Donc, les Américains, la Corée et Israël se retrouvent dans le groupe B. Et il y a un net avantage de terminer premier, donc de gagner nos 2 premiers matchs. Oui, exact, parce qu'après ça, tu vas avoir des matchs qui vont se disputer, par exemple, dans les 2 troisième places. Alors, c'est sûr qu'il y a un net avantage de finir premier à ce niveau-là. Mais il a fallu trouver une formule, Alain. On a seulement 6 équipes dans ce tournoi-là. La dernière fois que les jeux étaient présentés, en tout cas, moi, à mon époque, c'était 8 équipes. Donc, on comprendra que c'était un petit peu plus facile de composer un tournoi de la sorte. Mais écoute, on connaît les règles. Moi, ce qui est intéressant dans le tournoi olympique, Alain, c'est qu'il y aura un temps pour les lanceurs lorsqu'il n'y aura pas de coureurs sur les sentiers. On ne l'appliquera pas lorsqu'il y a des coureurs sur les sentiers, mais lorsqu'il n'y a pas de coureurs sur les sentiers, il y a un temps. Les frappeurs ne pourront pas se retirer du rectangle des frappeurs. Il y aura un temps aussi limite pour des changements de lanceurs pour que le gérant puisse aller au monticule. Peut-être qu'on prendra des notes de voir comment cette façon de faire fonctionnera, mais on veut effectivement qu'il n'y ait pas de perte de temps. Oui. Écoute, Marc, je pense que c'est le principal dossier sur lequel devrait s'attaquer le baseball majeur. On en a parlé. On a pris des mesures pour tenter d'accélérer le rythme. Je regarde la durée des matchs. Je ne pense pas qu'on a réglé grand-chose avec les mesures qu'on a prises depuis 2 ans. Là. Non, je pense que c'est assez clair. Il y a les lanceurs, pas les lanceurs, je veux dire, les joueurs n'ont pas, ne se sont pas assez disciplinés. Et encore une fois, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que toute leur carrière, c'est tous les jeunes, soit lanceurs, frappeurs, joueurs de position, on a toujours dit « prends ton temps ». Il n'y a pas de cadran au baseball, prends ton temps. Alors, c'est dur de changer cette mentalité-là, mais je pense que c'est quand même, c'est faisable. J'ai hâte de voir la conclusion de ce que tous les tests au niveau des ligues mineures ont. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Parce on le fait au niveau des ligues mineures, on voit ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la durée des matchs, dans le rythme des matchs? Bon, c'est intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir la conclusion de tout ça. Mais certes, le tournoi olympique va nous permettre aussi d'avoir un coup d'œil sur cette façon de faire qui pourrait aider la cause du baseball à rester encore plus dynamique. Oui. Bon, Marc, dans le baseball majeur, on est à quelques jours de la date limite de transaction. Ça a bougé un peu. Je ne veux pas parler de la principale transaction, c'est selon chacun. Certains diront, telle équipe a déjà bougé. Qu'Atlanta, par exemple, avec Peterson, n'a pas comblé. Tu ne combleras pas la perte d'un Acuna, mais au moins que tu as tenté de colmater les brèches.
Mais je veux qu'on parle des Padres de San Diego. On est allé chercher un deuxième but. On en a déjà un. Ce qui laisse entendre que Jake Cronenworth pourrait aller jouer au premier but. Eric Hosmer n'a pas une bonne saison. Et là, il y a des rumeurs qui ont commencé à courir comme quoi les Padres chercheraient à l'échanger. Je m'excuse, mais avec un contrat semblable, avec une tenue comme celle-là pour un joueur qui ne peut jouer ailleurs qu'au premier but, tu ne pourras pas échanger Eric Hosmer. C'est un autre contrat qui est en train d'exploser au visage d'une équipe qui voulait absolument aller chercher quelqu'un. Par contre, Marc, c'est une équipe qui veut gagner. Hosmer a gagné. Est-ce qu'il n'y a pas un couteau à deux tranchants? En tout cas, je trouve très bizarre la façon d'agir des Padres de San Diego. On gagne, on joue bien. Fraser s'ajoute là-dedans. Il me semble que ce n'était pas le besoin. C'était pas nécessaire pour les Padres de San Diego, il me semble. Bon, une chose est claire, c'est que les Padres sont là pour gagner. Et d'ailleurs, avec cette transaction-là, est-ce qu'on va dépasser, est-ce qu'on est proche d'être la deuxième équipe à dépasser cette espèce de taxe de luxe là, au niveau du plafond? Il n'y a pas de plafond, on ne peut pas appeler ça un plafond, mais on a dépassé la limite pour être imposé, si vous voulez, sur la masse salariale. Le message est quand même bon, Alain, parce que, bon, comme je l'ai dit, tu vas chercher le gars qui avait le plus de couchures dans la Ligue nationale cette année. Alors, tu ajoutes évidemment une partie de l'attaque avec ça et tu réagis à un Hosmer qui ne va pas bien. Regarde, lorsque Hosmer avait signé avec les Padres, rappelle-toi, un, on se demandait pourquoi. Là, on a compris qu'on avait un plan, mais deux, ça se peut que tu sois pris avec ce contrat-là. C'est vrai que c'est non négligeable qu'Hosmer ait déjà gagné, mais par contre, je trouve que souvent dans les décisions baseball, on néglige cet aspect-là du jeu. Alors, je pense qu'on va être soit pris avec ou si on l'échange, on va malheureusement être encore pris pour cette année à payer finalement son contrat cette année. Ça reste à voir. Chose certaine, ça va bouger pas mal. Je sais que les Nationals ont dit maintenant tout le monde est disponible sauf Juan Soto. Ça veut dire que Trey Turner devient maintenant peut-être disponible. Ça devient intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs d'arrêt-court qui deviennent joueurs autonomes. Est-ce que ça va coûter moins cher d'aller chercher un Baez qu'un Trey Turner? Toujours est-il que je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements personnels. Bon, le nom de Joey Gallo circule. On a entendu Starling Marte avec les Yankees de New York. Je m'attends à ce que les Yankees bougent aussi parce que, mine de rien, les Red Sox ne perdent pas, gagnent du terrain encore sur tout le monde. À un moment donné, je regarde le calendrier, là, puis de rattraper 7, 8 puis 9 matchs, il y a beau en rester 70 des matchs, ça va être extrêmement difficile. Alors, et là, la question, Alain, est-ce que tu dépenses vraiment? Bon, parce que dans ces circonstances-là, c'est bien beau de dire on fait des transactions, mais il faut que tu regardes les équipes qui ont un bon réseau de filiales. Tu ne peux pas transiger contre une équipe qui a un réseau de filiales où il n'y a pas grand-chose. Donc, les Yankees n'ont pas un mauvais réseau de filiales. Les Blue Jays n'ont pas un mauvais réseau de filiales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie pour 2 mois? Est-ce qu'on sacrifie un petit peu plus, mais on va chercher un gars qu'on est capable de contrôler pour 2-3 ans? Je vais dire une chose, là, ça doit discuter dans chacun des bureaux de chacune des équipes actuellement parce que c'est un marché très, très ouvert. Beaucoup d'équipes ne sont plus dans les courses. Les Rockies, évidemment, on vous a parlé... Trevor Story, d'ailleurs, son nom qui circule aussi chez les Yankees de New York. Donc, moi, là, je serais très, très, très surpris qu'il ne se passe rien d'ici la date limite des transactions. Ça a déjà commencé un petit peu. Les A's d'Oakland, d'ailleurs, qui sont allés combler vraiment une lacune au niveau des releveurs gauchers en allant chercher Chapin du côté des Cubs de Chicago. Mais toujours est-il que j'ai l'impression que ça pourrait bouger drôlement. Max Scherzer, par exemple, pourrait se retrouver sur la côte ouest. Bon, la question que je te pose, c'est quelle équipe a le plus intérêt à bouger? Moi ma réponse, pour y avoir songé, à mes yeux, ce sont les Phillies de Philadelphie. Ils ont des besoins à plusieurs endroits. Si on parle des joueurs de position, probablement au champ centre. Le besoin le plus criant serait peut-être un lanceur partant. Aaron Nola, bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Il vient d'avoir son meilleur départ en probablement 1 mois et demi. En relève, bon, ça, on a l'impression de chanter la même chanson là, depuis 3 ans avec les Phillies. Mais j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a le plus intérêt à bouger compte tenu que le premier rang est prenable pour eux. Avec, Washington qui va vendre.
Puis avec Atlanta qui est pris avec une liste des blessés qui est tellement longue. Écoute, on n'a plus de voltigeurs qui produit chez les Braves d'Atlanta. Il y a Jock Peterson, puis c'est tout. Puis on est en manque de lanceurs partants. Là, Touki Toussaint vient de revenir après 3 mois sur la liste des joueurs blessés. Bon, est-ce que ça va être suffisant? Toussaint lance bien, là, mais est-ce que ça va durer? Il n'a pas fait la preuve depuis son arrivée dans le baseball majeur. Bref, ce que je veux dire, c'est que les Félix, je pense, c'est l'équipe la mieux placée pour aller chercher de l'aide. Peut-être pas la mieux placée, mais qui a le plus intérêt à le faire. Et surtout qu'on l'a fait dans le passé. On a un gérant qui aime les vétérans. On ne se cachera pas. Là, Joe Girardi est un gars qui aime gérer des gars avec un peu plus d'expérience. Effectivement, tout est en place pour que les Phillies bougent. Et tu as raison de dire que même si les Mets ne jouent pas du mauvais baseball, on a perdu Lindor. À un moment donné, ça pourrait être un petit peu difficile. Quel est l'état de santé vraiment de Jacob deGrom? Bon, alors il y a une fenêtre assurément pour les Phillies de Philadelphie. Afin de bouger. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'Alex Baum déçoit un peu plus cette année. C'est très difficile de ne pas commencer le match d'hier, mais on a remporté de façon spectaculaire le match de lundi, en fait, lorsque McCutchen est allé d'une claque en fin de rencontre, un coup de circuit. Alors, bon, mais tu sais, est-ce qu'un Chris Bryant pourrait venir faire l'affaire au 3e but pour finir les 2 derniers mois de la saison? Est-ce que lui qui peut jouer aussi comme voltigeur du côté de Chris Bryant? Bon, alors c'est pour ça que, honnêtement, là, tu prends chacune des équipes dans la course, puis on pourrait leur mettre un paquet de joueurs. Je sais que les Rays sont impliqués. Je veux dire que les Rays et les Yankees, là, à chaque fois que vous entendez un nom, là, que ce soit Trevor Story, que ce soit Chris Bryant, peu importe les noms mentionnés, Joey Gallo, les Rays appellent, les Yankees appellent. Alors, c'est pour ça que, parce que, bon, les Rays, selon moi, n'ont pas terminé de bouger non plus. Je sais qu'ils ont Nelson Cruz maintenant, mais convaincu qu'il y a d'autres gestes qui vont être posés d'ici les quelques prochaines heures. Alors, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment, vraiment une situation intéressante qui se déroule dans le baseball majeur. En fait, je te dirais, Alain, tout est en place pour que ça explose. On a souvent été déçus. Ça me fait penser souvent à un duel de lanceurs où on s'attend vraiment à un match pas grand-chose. Puis, première chose que tu sais, les partants ne sont plus là après une manche. Mais honnêtement, la table est mise pour qu'on ait cette année là une période de transaction très, très mouvementée. Les ligues des Mariners de Seattle, on en a discuté au cours des dernières semaines, sauf que là, on vient d'en gagner 4 sur 5 contre Oakland et Houston de façon spectaculaire souvent. Lundi, on perdait 7-0. On est allé gagner ça contre les Astros de Houston. Comme je le mentionnais, on commence à avoir une rotation des partants qui est plus stable. Ça, généralement, c'est gage d'un certain succès. Puis, sans que les jeunes soient nécessairement très, très bons. Oui. Dylan Moore n'a pas une bonne saison, 2e but, par exemple. La West n'a pas joué beaucoup. Kellenic vient de revenir des ligues mineures. C'est tout à fait exact. On a de bonnes saisons de gars inattendus. Mais là, on fait quoi, là? Écoute, on a discussion là, au 2e étage. Là. Ben, écoute, on s'est rapproché à quoi 5-6 matchs des Astros de Houston. On est carrément dans la course. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire du côté des Mariners. Et vous savez, si la saison se terminait aujourd'hui, ils ne seraient pas des séries, mais ils sont à un match des A's d'Oakland. Ben voilà. Alors, absolument que... Là, évidemment, je parle pour les équipes repêchées. Là. Alors, les Mariners sont dans le coup. Là, c'est là que je parlais tantôt de danger. Tu sais, je vous prends comme exemple, bon, les Yankees, évidemment, parce que les Yankees peuvent échanger 1-2 prospects pour aller chercher de l'aide pour 2 mois. C'est une organisation qui l'a déjà fait. On peut le faire. Je vois mal les Blue Jays ou même les Mariners d'agir de la sorte parce qu'on a un bon réseau de filiales. C'est loin d'être mauvais. Mais est-ce qu'on veut vraiment sacrifier, sachant qu'on s'en vient, là, sachant qu'on a une bonne équipe pour les prochaines années, est-ce qu'on veut sacrifier un peu d'avenir encore pour aller chercher, bon, un Trevor Story ou un Baez que tu sais probablement que tu vas perdre à la fin de la saison comme joueur autonome. Alors, c'est pour ça que ça change un peu la donne. Et l'autre question, Alain, que je me pose, OK, tu t'appelles les Cubs de Chicago. On appelle pour Baez, on appelle pour Bryant. On sait fort bien, par contre, que si on les garde, bon, on ne les échange pas, là, peut-être c'est la meilleure façon de le dire, on ne les échange pas. L'année prochaine, on leur offre la fameuse offre qualificative pour... et bon, par la suite, ces gars-là cherchent des contrats de plusieurs saisons, devraient normalement quitter. Alors là, tu vas te chercher
un choix au repêchage compensatoire qui est loin d'être vilain, là, parce que là, Ouais. bon. Alors, est-ce qu'on est mieux d'attendre, courir le risque que le gars accepte peut-être l'offre qualificative puis qu'on se retrouve avec encore un an dans le cas de Baez ou Bryant? Ou tu vas chercher, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là. Si on échange Bryant ou Baez, là, je nomme ces deux-là là, juste parce que ce sont des exemples, là, mais on n'obtiendra pas 3 joueurs d'avenir d'anciens choix de première ronde là, pour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le gars devient joueur autonome. Donc, tu vas recevoir des joueurs d'avenir, mais je dirais plus des suspects que des joueurs qui vont vraiment, assurément jouer dans le baseball majeur. Donc, tu fais quoi, toi? C'est une organisation. Je comprends que ça dépend de l'offre, mais il y a tellement de joueurs disponibles. Alors, est-ce que tu es prêt à te vider pour aller chercher un Bryant? Ouais. 2 mois. Alors, c'est pour ça que ça doit être très, très difficile de prendre ce genre de décision-là. Oui. Écoute, il y a des équipes de gros marchés qui sont bien placées présentement, qui probablement sont en train de magasiner. L'équipe que j'ai en tête, ce sont les Dodgers de Los Angeles. On leur prête l'intention de chercher un partant. Ils ont plusieurs blessés présentement. Même David Price est revenu comme partant par nécessité. Kershaw est encore sur la liste des joueurs blessés. On sait qu'on a perdu Dustin May. Trevor Bauer, on n'a aucune idée s'il va revenir, pas quand, mais s'il va revenir avec l'équipe cette année. Tu fais quoi à ce moment-là si c'était les Dodgers? Est-ce qu'un Kerbert Ruiz, on sait qu'on a un deuxième receveur, qu'on a Will Smith, Ruiz qui frappe au niveau 3A, est-ce que ce ne serait pas une bonne monnaie d'échange? Je parlais de dépendant de la situation. Moi, je pense que ce serait le moment parfait pour les Dodgers de l'échanger. Oui. Ben, écoute, tantôt, je te donnais l'exemple des Yankees. En relation avec les Blue Jays ou les Mariners, on pourrait nommer les Dodgers effectivement dans la situation où eux sont prêts à échanger un Ruiz, Max Scherzer. Moi, ce gars-là s'en va sur la côte ouest. Il l'a déjà mentionné. Il aimerait aller là-bas. Il lui veut un contrat un peu plus à long terme aussi. Donc, peut-être qu'on peut déjà commencer à négocier. Mais ça, c'est un nom qui me revient. Les Dodgers ont été très silencieux dans les rumeurs. Mais je vous dirais que ça, c'est le genre de joueur que les Dodgers aiment. Le lanceur, le vétéran qui vient appuyer le Kershaw. Ça ne m'étonnerait pas de voir les Dodgers bouger vers Max Scherzer à ce niveau-là. On ne regardera pas la parade passer là, du côté des Dodgers. Ouais. On voit déjà que les Padres ont bougé. L'équipe qui est un peu, là, qu'on n'a pas entendu parler, là, ce sont les Giants. On mène toujours dans la division. Ouais. Est-ce qu'on... un peu comme les Mariners tout à l'heure, on sait que c'est une surprise d'avoir les Giants encore là, si on se fie au début de saison. Là, c'est plus une surprise, évidemment. On fait quoi? Est-ce qu'on n'a pas un très, très gros réseau de filiales garni du côté des Giants? Donc, on est peut-être moins attiré chez certaines équipes d'aller cogner aux portes des Giants. Mais je veux dire, les Giants non plus ne voudraient pas regarder la parade passer si jamais, exemple, les Dodgers vont chercher un Max Scherzer, puis on a déjà un Adam Frazier. Et les Mariners, pas les Mariners, mais les Padres qui ont déjà mentionné qu'eux aussi sont impliqués dans un paquet de discussions. Alors, c'est pour ça que ça devrait bouger, mais les Dodgers ne regarderont pas passer la parade et ils vont bouger aussi de ce côté-là. Oui, pour les Giants, il y a un nom que j'ai en tête et c'est un gars de la même section, j'ai l'impression qu'il pourrait les intéresser, qu'il a une bonne saison, c'est Eddie Rosario. C'est pas parce qu'on n'a pas de punch, là, il y a des gars qui ont des bonnes saisons, des vétérans, mais ce gars-là, je pense, pourrait ajouter un petit peu plus de punch à cette attaque-là. La rotation va bien, là. Je ne pense pas que ce soit là le problème, mais je pense qu'Eddie Rosario viendrait combler dans une belle atmosphère ce qui se passe avec les Giants de San Francisco. Et sans coûter trop cher. Oui. Parce que les Giants, comme je l'ai dit, on n'a pas un très grand réseau. Alors, aller chercher un joueur de premier plan devient peut-être un peu plus un défi un peu plus grand. Alors, Rosario, tu sais, les Giants, regarde ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont gagné leur dernière série mondiale. Ils sont allés chercher de l'aide, mais jamais le gros nom. Là. C'était toujours un joueur, mais qui est venu combler, qui est venu faire le travail, qui est venu s'ajouter à l'équipe, mais sans être les gros noms de ce monde avec des gros contrats. C'est habituellement pas les Giants qui agissent de la sorte. Alors, Rosario, effectivement, comme on dit, fit le profil de l'organisation à ce niveau-là. Je pense que c'est effectivement une bonne analyse. Oui. Pour terminer sur le plan des transactions, on sait que les Cubs vont probablement être vendeurs. Bon, on s'en doute pas mal. Les Twins du Minnesota ont beaucoup de matériel à échange. On fait quoi avec Buxton et Berrios?
Et moi, ça fait longtemps, Marc, que je te parle de Max Kepler, puis je vois le nom des. Je le vois avec la casquette des Yankees de New York sur la tête. J'ai l'impression qu'on n'est pas si loin de ce dénouement-là. Je serais le premier gars. Écoute, je pense qu'il comblerait parfaitement ce dont les Yankees ont besoin présentement. Ils ont besoin de voltigeurs, puis en plus, il fera de la gauche. Oui, tu as raison. Tu as raison dans le cas de Kepler. L'autre nom que tu as mentionné, qui, selon moi, va quitter assurément, c'est Berrios. Il a joué toute sa carrière avec les Twins. Mais le nom circule. Tu parlais tantôt des besoins chez les partants. Moi, je suis pas mal sûr que Berrios va quitter l'organisation des Twins du Minnesota. À ce niveau-là. Écoute, les besoins sont grands en lanceur partant de qualité. Changement d'air, c'est un gars qui a déjà été dominant. C'est un gars qui a été très, très bon par le passé. Bon, évidemment, il a vécu beaucoup sur son potentiel longtemps, mais je regarde ce que Kevin Gausman fait avec les Giants. Ouais. Ça a peut-être pris du temps, tout ça, mais regarde ce qu'il donne cette année. Donc, de courir le risque avec un Berrios, son nom circule énormément actuellement. Alors ça va être à surveiller. Dans le cas de Kepler aussi, j'ai l'impression, on l'a mentionné en début là, de balado, lanceur, voltigeur. Ce sont surtout ces deux positions-là, selon moi, où on devrait voir des noms de changer de clan là, puis de façon assez intense. Oui. Marc, bon, il y a deux dossiers sur lesquels j'aimerais qu'on s'attarde un peu, et je parle du marché des joueurs autonomes qui s'en vient. Il y a la convention collective qui est à renouveler, mais au cours des dernières semaines, il y a 2 contrats qui ont été signés et je suis convaincu que l'Association des joueurs n'est pas très, très contente de la façon que ça se passe. Le contrat de Matt Barnes, on en a un peu parlé, en bas de 10 millions par année pour un releveur numéro 1. Et l'autre, je suis convaincu que ça t'a fait sourciller, c'est le contrat que Lance Lynn a signé avec les White Sox de Chicago. Trevor Bauer signé avec les Dodgers pour, à peu près 40 millions par année. Lance Lynn, qui reste avec les White Sox 2 ans de plus, c'est même pas 40 millions total pour les 2 années. Y a-t-il une si grande différence que ça entre Trevor Bauer et Lance Lynn? Moi, j'ai l'impression que Lance Lynn vient peut-être de baisser la valeur des lanceurs partants. Là. Ben, écoute, c'est sûr que c'était, bon, les agents, la négociation, les agents qui sont derrière ça, bon, on connaissent le marché, ils connaissent ce qui se passe derrière. Il y a l'opportunité, c'est sûr que Lynn, bon, avance en âge aussi, là, puis d'aller chercher 2 ans de plus. Écoute, pour répondre à ta question directe, non, il n'y a pas une si grande différence. Pas une si grande différence en termes de, bon, ce qu'on peut donner sur le terrain. Là. Je pense que Lance a prouvé au cours des dernières années. C'est sûr que l'association des joueurs, ça va les faire tétiller tout ça parce qu'on s'en va en pleine négociation. Il y a une baisse réelle de la valeur. Par contre, il faut que tu regardes. Est-ce que, OK, il y a peut-être une baisse pour les joueurs d'un certain âge, mais là, il va falloir que tu regardes qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes joueurs. Puis là, au cours des derniers mois, force est d'admettre que les jeunes joueurs ont eu beaucoup plus que par le passé. Là, bon, évidemment, je vous parle de Fernando Tatis Jr., qui est un exceptionnel, mais ça reste quand même que il y a des jeunes joueurs qui ont eu beaucoup plus. Donc, est-ce que le marché, dans le fond, est en train de se niveler, Alain? Tu comprends? Alors, peut-être, regardez, on va en donner un petit peu moins. Barnes aussi, là, c'est un vétéran. Est-ce qu'on en donne un petit peu moins en haut, mais maintenant, on va donner un petit peu plus en bas pour venir équilibrer ça? Alain, tu es un gars de statistiques. Là. C'est clair qu'on a rajeuni. Évidemment, le talent, tu regardes ce que Vlad Guerrero fait à 22 ans, là, c'est exceptionnel. Alors, est-ce qu'on est en train de s'ajuster puis d'avoir un changement où le joueur entre 22 et 29 ans te donne 100 % de son potentiel, mais clairement, par la suite, on te le donne moins. Alors, est-ce qu'on est prêt? Moi, je pense que les propriétaires sont prêts à le faire, Alain. Les jeunes sont dynamiques. Ce sont des nouveaux visages du baseball. Donnons l'argent à ces gars-là en haut. Puis un peu plus tard, ben écoute, on va t'en donner encore, mais le marché va diminuer. Donc, c'est pour ça que, oui, ça fait tétiller l'association des joueurs, mais si on est capable, de l'autre côté, de se dire, OK, bien, les jeunes, on va changer la donne, puis on va peut-être éliminer le fait que c'est 6 ans pour l'autonomie. Là, je dis n'importe quoi, là, ça se peut que ce ne soit pas ça, mais tu comprends? Fait que peut-être on cède un peu en haut, mais peut-être qu'on va vouloir gagner en bas, puis c'est là que ça va se passer. Bon, et dernière chose, il y a un article qui est paru, je pense que c'est sur ESPN, concernant la façon dont les Angels de Los Angeles traitent leurs joueurs des ligues mineures.
On sait qu'il y a eu des ennuis avec les Angels au fil des années avec leurs lanceurs qui viennent de l'organisation, qui a eu plusieurs blessures. En lisant l'article, je n'ai pas pu faire autrement que de faire un parallèle entre cette situation-là et la façon dont les Angels se comportent dans les ligues mineures. Surtout qu'il y a eu des témoignages de joueurs qui ont joué dans d'autres organisations. Un, entre autres, qui a joué avec les Indiens de Cleveland et qui nous dit excuse, là, mais à Cleveland, c'est pas comme ça que ça se passe, mais pas du tout. On a beaucoup plus de formation chez les Indiens de Cleveland. On a réduit le nombre d'équipes parce qu'on disait, entre guillemets, vouloir mettre plus d'argent vers les gens des ligues mineures qu'on va garder. Moi écoute, honnêtement, tu aurais pris 1 million par année d'un salaire de n'importe qui, tu sais, avec la masse salariale qu'on a, d'avoir pris un peu d'argent qu'on donne aux gars des majeurs, là, ça aurait presque pas paru. Tu aurais pu le mettre dans le baseball mineur. Des exemples de gars qui restent à Cap dans un appartement avec 2 par chambre à coucher et qui n'arrivent même pas, sont obligés d'emprunter pour se loger puis, et tout le reste, et pour payer leur compte. Après ça, tu te demandes pourquoi les jeunes se tournent vers le football davantage. Je m'excuse, c'est symptomatique, je trouve, des athlètes qu'on perd dans le baseball majeur. Et dans le cas des Angels, symptomatique d'une organisation qui est carrément incompétente quand vient le temps de former ses joueurs. Alain, ça fait 30 ans là, que j'ai joué dans le baseball mineur. Alors, j'osais croire que ça change. Et je sais que ça a changé. Des organisations, par exemple, comme les Blue Jays qui ont réagi rapidement. Rappelle-toi, c'est une des premières organisations qui a augmenté le salaire de leurs joueurs. Mm-hmm. Il y a d'autres organisations qui ont aussi là, emboîté le pas avec d'autres avantages, par exemple, de s'occuper justement des logements des joueurs. Tu sais, moi, dans mon temps, Alain, malheureusement, là, je n'ai jamais respecté un bail de ma vie parce que, bon, qu'est-ce que tu veux? On nous envoyait... tu sais, c'est un travail. C'est comme si c'était transféré. Alors moi, tu sais, je passais, là, j'ai joué dans la Ligue de la Floride, j'ai joué dans la Ligue Eastern. Là, j'arrive dans la Ligue Eastern, puis là, je me blesse. Alors, il faut que je fasse ma réhabilitation en Floride. Bien là, je vais dire au propriétaire, faut tout régler ces affaires-là pendant que tu essaies de jouer, mais tu n'as pas d'argent pour le faire parce que tu gagnes 800$ par mois. Mais bon, ça a été une belle école de la vie, mais je me disais, bon, 30 ans plus tard, on devrait être ailleurs parce que, bon, les revenus du baseball ne sont plus les mêmes. C'est tellement, tu as parlé évidemment d'ajouter un peu d'argent dans ça. Tu sais, Alain, moi, à l'époque, j'en ai mangé des pizzas, là, puis je n'ai mangé plus que j'aurais dû en manger, mais personne ne surveillait la nutrition des joueurs à ce niveau-là. Tu sais, c'était épouvantable. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Là, tu disais aujourd'hui, mais c'est encore ça aujourd'hui pour certaines organisations. C'est ça qui me fâche. Puis vous savez, chaque organisation est différente. Chaque organisation a des forces, chaque organisation a des faiblesses. Mais une chose que tu dois au moins t'assurer, c'est traite tes joueurs pas comme des numéros, comme des êtres humains. Puis malheureusement, là, c'est comme ça qu'on te traite. Tu es un numéro. Puis évidemment, imagine-toi là, que tu es un choix de 27, 37, 50e ronde ou un joueur qui a été signé comme joueur autonome à 5 000 $ parce qu'on t'a sorti d'un rang quelque part. Tu sais, oui, il y a des préjugés, oui, il y a des façons malheureuses de gérer. Puis il y a des équipes où c'est encore ça. Alors, je suis content que le dossier des Angels soit sorti pour dire « Hey, réveillez-vous, là. C'est une industrie de milliards de dollars. » Puis on n'est pas capable, parce que les salaires là, au niveau des mineurs, là, ça a augmenté, là, mais ça n'a pas augmenté comme le coût de la vie a augmenté depuis 30 ans. Là, donc, je suis content que ça soit sorti parce qu'il faut régler ça. Et tu as raison de mentionner que les bons athlètes, ça a été un problème des athlètes noirs américains longtemps, qu'eux font 3 sports au secondaire, parfois même 3 au niveau universitaire. Arrive le temps du repêchage, tu peux aller jouer au baseball, au basket, au football. Bien, je m'excuse, mais si tu t'en vas directement dans la NFL ou dans la NBA, tu n'en iras pas passer 3 ans en autobus à manger des pizzas dans les ligues mineures. Bien, c'est là que le baseball a été, je pense, qu'il a été victime de sa façon de faire. Alors là, je ne vous dis pas de payer les gars des millions de dollars dans la ligue mineure. Tu as un travail à faire pour te rendre. Mais au moins, donne l'occasion aux joueurs d'avoir une vie autour. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, là, j'étais avec les Dodgers de Vero Beach, là, rapidement, là. Puis là, je suis transféré en Californie. C'est comme une transaction, finalement. Et là, j'ai une voiture, j'ai mes affaires. Non, tu joues le lendemain en Californie. Fait que j'ai pris l'avion, j'ai laissé tout derrière. Puis là, après ça, ben, il a fallu que je fasse un nombre incalculable de téléphones. Puis dans ce temps-là, ben,
tu payais l'interurbain pas mal. C'est plus comme aujourd'hui avec les cellulaires, mais peu importe. Puis là, ben, tu mets ton auto sur un camion, tu fais transférer ton auto. Ça prend 3 semaines. Pendant ce temps-là, il faut que tu te loues une voiture parce qu'il faut que tu te rendes au stade. Puis là, il faut que tu ailles jouer. Puis là, ça va, t'es 0 en 4, puis là, t'es 0 en 8, puis t'es 0 en 12. Puis là, ben, tu n'as plus tes affaires parce que tu n'as pas l'appartement. Puis là, tu t'en vas dans l'appartement des gars qui sont 4 déjà dans un 4,5, mais tu n'as pas de place. Fait que tu vas sur le divan pendant 3 semaines, mais tu es supposé te performer sur un terrain. Tu sais, ça n'a juste plus d'allure dans le sport d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que je suis content que ça sorte, puis j'espère que ça va réveiller du monde un petit peu plus. Traiter les gars des mineurs, surtout que tu ne fais pas une carrière des ligues mineures, tu le sais après 3, 4, 5 ans, là, si ta chance, tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est très court, c'est pas une affaire là, que le gars va étirer sa carrière pendant 15 ans dans la ligue mineure. Il n'y en a pas de ça dans le baseball. Donc, le baseball devrait se renouveler vraiment à ce niveau-là. Ça attirerait de meilleurs athlètes, ça donnerait la chance à d'autres qui ont passé 5, 6 puis 7 ans dans une organisation, mais qui ont été traités comme soi, puis qui vont, lorsqu'eux vont quitter le baseball, ben, ils vont encourager d'autres jeunes à y aller. Mais je peux dire une chose, Alain, il y a des gars qui ont quitté le baseball professionnel, qui ont été là 3, 4, 5 ans. C'est pas des bons porte-parole parce que ce qu'ils ont vécu était tout simplement épouvantable. Donc, il faut que ça change. Ben écoute, j'espère que l'article va réveiller, comme tu le mentionnes, des organisations. Et comme je le disais au début, je ne peux pas m'empêcher de tracer un parallèle entre la formation des joueurs des Angels, la tenue de l'équipe et les blessures qu'il y a eu au cours des dernières années. Il y a pas mal d'aspects dans cette organisation-là qui a été négligée. Tu regardes les organisations qui végètent depuis plusieurs années, j'ai comme l'impression qu'elles sont fouillées un petit peu. Il y aura probablement des lacunes dans la formation, puis dans la formation, puis je te dirais dans la façon dont on traite et qu'on enseigne. Bref, Marc, ça termine ce balado. Nous, écoute, c'est l'aventure olympique qui va commencer. On vous invite, le premier match sera présenté à 11 heures. Et entre le Japon, l'équipe hôtesse et la République dominicaine, je pense que ça va donner une bonne idée du genre d'équipe qu'on va avoir avec la République dominicaine. Il y a plusieurs vétérans. Le capitaine de cette formation-là, c'est Emilio Bonifacio, qui n'a pas d'équipe présentement, qui n'a peut-être pas la même vitesse qu'il y a 4-5 ans, mais qui est quand même toujours dynamique. Fait que, on verra ce que ça va donner. Hideki Matsui, je pense, fait l'équipe avec un peu pas Matsui, mais lanceur des Yankees de New York, Tanaka, qui a réussi à faire l'équipe. Donc, il y a quelques visages connus qui seront là pour le match de ce soir. Donc, on se voit très bientôt. On vous souhaite de passer une bonne semaine. Bon baseball, tout le monde.